développement social au Québec. Un balado à découvrir du RQDS. Bonjour David, ça va bien? Pamela, comment tu veux que ça aille pas bien? On a la chance encore aujourd'hui de rencontrer une nouvelle personne dans une autre belle démarche des membres du RQDS. Je ne peux être qu'heureux d'être ici. Donc aujourd'hui, on est à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu veux nous présenter notre invité du jour? Absolument. On est chanceux d'avoir avec nous Alexandra Dupré, du chanceux, parce que en ce moment, durant l'enregistrement, t'es en congé maternité et t'es sorti de ton congé pour venir nous rencontrer. On te remercie pour ça. Ça fait plaisir. Et on te souhaite la bienvenue autour de la table du balado Récit de rencontre. Alors, mais encore une fois, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de sortir de mon congé pour revenir jaser de développement social avec vous. Génial. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là, à travailler justement en développement social? Oui, bien, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je suis dans le domaine social, en fait. J'ai toujours travaillé dans le milieu communautaire. Moi, j'ai fait animation et recherche culturelle à l'UQAM et je me suis spécialisée en intégration des nouveaux arrivants au départ. Donc, j'ai travaillé dans un organisme communautaire, la Maisonnée, où je faisais des dossiers pour aider des nouveaux arrivants à s'intégrer. Ça peut être des demandes de parrainage, demandes de réfugiés, soutien psychologique. Dans le fond, c'était très large. Mais j'avais également un mandat qui était au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, dans le cadre de mon service auprès des nouveaux arrivants, on offrait un dépannage alimentaire pour 150 familles à chaque semaine. Puis je m'occupais de ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient plus spécialisés en sécurité alimentaire et la vie m'a amené vers ce domaine-là plus particulièrement. J'ai travaillé pendant 4 ans chez Moisson Montréal où j'ai eu différents rôles. J'ai été au niveau des relations communautaires, donc beaucoup de concertations. J'ai participé à beaucoup de tables dans les différents arrondissements de l'île de Montréal. Ensuite, j'étais au niveau de la logistique, des opérations pour la récupération alimentaire, où on a développé un programme de récupération en supermarché au niveau des denrées, là, des surplus. Et, ça, c'est intéressant quand même. Oui, c'est ça, absolument. Puis, donc là, j'ai bifurqué, j'ai quitté Moisson Montréal pour m'en aller à l'Association provinciale, les banques alimentaires du Québec, où je me suis occupée du déploiement provincial de ce programme-là. Et là, j'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans. Mais la vie a fait que je suis revenue dans mon patelin, la région de Pierre-de-Sorel, et j'avais envie de m'investir peut-être un peu plus dans cette région-là. Et c'est pour ça que quand il y a eu une opportunité, j'ai postulé pour un poste d'agent de développement à la table de développement Pierre-de-Sorel. Puis j'ai eu poste et de fil en aiguille, en fait, l'ancienne coordonnatrice Monique Roberge a pris sa retraite et j'ai pris le relais au niveau de la coordination. Et là, ça fait maintenant presque 2 ans que je suis à la table de développement social Pierre-de-Sorel. Super. Est-ce que tu travailles, t'as-tu gardé un peu dans tes dossiers la sécurité alimentaire vu que tu y avais beaucoup touché? Oui, c'est ça. Ce que je trouvais vraiment le fun de m'en aller en développement social plus particulièrement, c'est que je n'allais plus travailler que sur la sécurité alimentaire. On a des dossiers en sécurité alimentaire, mais on a d'autres choses au niveau de l'habitation, au niveau de l'intervention jeunesse. Donc, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est ça que je trouvais le fun. Mais non, c'est ça, j'ai encore un peu de dossiers liés à la sécurité alimentaire. Mais c'est le côté de la vision interreliée de toutes les thématiques qui est quand même intéressante dans l'approche de développement social qui permet de parler de sécurité alimentaire, mais de le mettre en perspective avec d'autres problématiques ou d'autres réalités, puis comment le tout est interconnecté tout le temps. Exact, oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment le fun en développement social, oui. Tout est dans tout. C'est ça, tout est dans tout. Comme dit le latin, tout est dans tout. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, justement, la table de Pierre-de-Sorel, puis de la réalité de la Montérégie, parce qu'il y a une nuance au niveau de la Montérégie. Plein de régions ont des nuances, là, finalement, mais la Montérégie, j'avais quand même une réalité qui est différente. Je peux peut-être déjà commencer par faire l'historique là, de la table, si on veut, parce que ça fait déjà presque 20 ans que les premières réflexions ont débuté pour avoir une table de développement social dans la MRC de Pierre-de-Sorel. C'est en 2004 qu'on a eu les premières réflexions. C'est vraiment la Corporation de développement communautaire avec certains de ses membres qui ont commencé à réfléchir à ça, comment travailler de façon plus globale des enjeux qui, à cette époque, étaient
traité de façon beaucoup plus sectorielle. Puis, ils avaient conscience que c'était peut-être pas la façon la plus efficace pour pouvoir répondre aux enjeux du territoire. Donc, ils ont commencé les réflexions à cette époque-là. Puis, les premiers, travaux qui ont été faits au niveau de la table à cette époque-là, c'était des portraits au niveau de la population, portraits au niveau de la jeunesse, puis un forum sur le logement. Pour mieux comprendre la situation, avant de pouvoir établir des nouvelles actions, il fallait savoir un peu qu'est-ce qui était un constat. Oui, c'est ça, avoir une image de qu'est-ce qui se passe sur le territoire pour ensuite cibler un peu mieux où est-ce qu'il faut intervenir. Mais donc ça, c'était en 2004. Mais la table a, disons, un petit peu pris une pause pendant quelques années dû à des manques de financement. Donc, c'est en 2009-2010 que l'idée d'une table de développement social a refait surface. Puis c'est à ce moment-là que, disons, il y a eu... où le cadre a été déterminé, les orientations, les visions, la volonté du territoire par rapport à une table de développement social, parce qu'il n'était pas sûr, est-ce que ça serait sous quelle forme? Un comité, ou des forums, ou justement une table de concertation qui est intersectorielle. Mais finalement, ça visait plus une table de concertation intersectorielle. Encore une fois, faute de financement, ça l'a un petit peu tombé. Puis c'est en 2017 que la table de développement social Pierre de Sorel a vraiment eu un budget pour avoir une ressource engagée pour faire le développement de la table, faire la mobilisation des acteurs du territoire, puis travailler sur des enjeux là, qui étaient vraiment importants pour les acteurs du milieu communautaire, mais également de la santé publique, puis des différentes municipalités du territoire. En 2018, il y a eu la première grande rencontre du développement social où 3 axes ont été déterminés sur les orientations de la table de développement social Pierre de Sorel. C'était premier axe, c'est de faire c'est accès à des services de proximité, accès aux besoins de base et au développement de la personne, puis accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et au développement des compétences en alimentation. Donc, c'est, disons, les 3 grands axes qui vont toujours influencer puis orienter la façon qu'on va développer des projets. Il faut que, pour l'instant, vu que c'est dans notre planification stratégique, il faut que nos actions cadrent dans ces 3 grands axes-là. Notamment que ces 3 axes sont essentiels. Oui, c'est ça. Pour un peu toutes les actions qu'on peut poser en développement social, je pense que... Il y a quelque chose qui rentre dans ça. Absolument. Oui. Tout se rattrape assez bien avec ces 3 axes-là. Oui, puis au niveau de la table, en fait, c'est que de 2017 à 2021 environ, c'était toujours des plans d'action annuels, dû justement au type de financement qu'on avait. Mais en faisant des plans d'action annuels, c'est quand même difficile de faire perdurer les projets ou de les mener à terme dans des délais aussi courts. Puis on sait ce que ça demande de faire des plans d'action aussi de façon concertée en mobilisant les différents acteurs impliqués sur le territoire. Ça demande du temps. Donc, aussitôt qu'un plan d'action est mis en place, il faut déjà commencer à réfléchir au prochain. Fait que c'était pas nécessairement toujours si simple et efficace. Donc, depuis 2021, on a la chance d'avoir des partenaires financiers comme la Fondation Lucie André Chagnon, puis l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie-Est qui nous ont permis d'avoir de faire un plan d'action triennal, donc de 2021 à 2024, pour lesquels différents projets sont rattachés et sont financés jusqu'en 2024. Fait que ça, c'est le fun parce que ça nous donne plus de temps pour faire ce qu'on a à faire puis voir venir pour la suite. Puis justement aussi peut-être de former une plus grande équipe de travail pour assurer des postes à plus long terme. Exact, parce que là, en voyant à plus long terme, là, en ce moment, j'ai 3 agents de développement avec moi. Donc, on peut faire quand même beaucoup de choses là, sur le territoire. C'est vraiment le fun. Ça va permettre aussi ce temps de 3 ans-là, jusqu'en 2024, de pouvoir mettre des projets sur une plus longue période pour les amener plus loin dans leur réalisation, puis d'avoir des étapes de réalisation pour les projets, parce que sur un an, c'est souvent un peu c'est quasiment que de l'opérationnel. L'opérationnel? Oui, voilà, merci.
Ben oui, puis c'est que, tu sais, on a souvent comme objectif dans nos projets au niveau de la table de développement social que ça devienne autonome ou que ce soit repris en charge par le milieu, puis que nous, on puisse un petit peu se retirer de ces projets-là, puis que ça se continue. Donc, quand c'est sur un an, c'est quand même difficile de planifier ça. Même parfois, sur 3 ans, c'est difficile. Donc, déjà, au moins, on se donne plus de chances de réussir à bien l'implanter, puis que ça se poursuive dans le temps. T'es moins aussi dans éteindre des feux. Tu sais, souvent, dans une année, on répond aux besoins présents. Fait qu'on est moins dans, comme tu disais, là, dans la pérennité des projets puis des mandats qu'on s'est donnés. Oui, puis là, en plus, ce qui est super intéressant pour notre région, en fait, pour la MRC de Pierre-de-Sorel, tu demandais un petit peu le profil, tout ça. Là. C'est sûr que nous, je sais que c'est la même situation un peu partout au Québec. On a vraiment une population très âgée, mais notre région particulièrement, la moyenne est plus élevée que celle au niveau provincial. Donc, c'est quand même un enjeu important pour nous. Puis, il y a peu de nouvelles familles aussi qui arrivent dans la région. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup à l'attraction puis à la rétention des familles dans notre région. Donc, ça fait partie aussi de nos préoccupations. Mais en 2021, il y a eu l'adoption de la première politique territoriale en développement social par la MRC de Pierre-de-Sorel. Wow. C'est ça. Donc, ça, pour nous, on est très heureux parce que ça nous donne une légitimité dans nos actions, dans les projets qu'on fait. Donc, on est vraiment très, très heureux de ça. Puis, on a participé depuis le début dans le développement de cette politique-là. Là. La table de développement social a été présente depuis le début. Vous l'avez accompagnée jusqu'à son adoption, exact. Parce que l'idée a été approuvée par les élus en 2019. Ensuite, il y a eu un comité de pilotage qui a été créé en 2020. Des consultations ont débuté et la pandémie est arrivée. Donc, c'est sûr que là, ça a un petit peu chamboulé les choses, les étapes. Mais ça s'est poursuivi malgré tout. Puis, ça a été vraiment, c'est ça, en juin 2021 que la politique a été lancée, présentée. Puis, cette année, ben là, le travail se fait sur le plan d'action de la politique. Puis là, il va y avoir un gros travail à faire aussi de réflexion parce que c'est sûr que la politique territoriale de développement social est quand même influencé et inspiré beaucoup de du plan d'action de la table de développement social Pierre-de-Sorel. Donc, il va y avoir un travail important à faire sur l'aspect de gouvernance, les rôles et responsabilités, qui fait quoi pour être sûr que tous les acteurs clés soient aux bons endroits, au bon moment, puis que ça soit efficace. Ben moi, je commence par dire bravo pour ça, parce que c'est un beau problème de dire qu'il y a une politique au point de vue régional qui est inspirée de ce que vous avez fait, puis que ça va avoir des répercussions concrètes puis réelles dans votre communauté. Fait que bon, c'est vraiment impressionnant. Oui, vraiment. C'est pas tous les territoires. Là. Ben, il y a certains, des fois, territoires, des fois, régionalement, c'est plus difficile là, à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment un bon... Ben, on était chanceux dans le sens où on s'entend qu'on avait des représentants de la MRC qui étaient déjà impliqués depuis longtemps au niveau de la table de développement social. Donc, il y avait déjà une bonne cohésion, une bonne collaboration qui se faisait. Mais c'est la preuve que quand tu as des élus qui y croient, ça permet de faire avancer ce genre de projet-là à l'échelle de du territoire de la MRC. T'as parlé de partenaires, de membres, d'acteurs clés. Est-ce que tu en chantes? C'est qui vos partenaires ben en fait, la table de développement social Pierre-de-Sorel a 17 membres. Dans le fond, il y a un représentant de chaque table de concertation sectorielle. Donc, il y a 8 tables dans notre région au niveau de la MRC. Donc, il y a 8 représentants pour ces tables de concertation-là. On a comme représentant au niveau des municipalités ou de la MRC le préfet et un représentant du conseil régional en développement social. Donc, on a eux au niveau du municipal. Au niveau du secteur public, on a également quelqu'un qui représente le centre de services scolaires, le cégep, évidemment la santé publique, le CIS, Montérégie-S est présent aussi. Donc, c'est grosso modo là, les gens qu'on a avec nous. Et évidemment, on a un représentant de la Corporation de développement communautaire qui est la direction générale et la responsable de la coordination du développement social à la MRC.
qui est présent aussi. C'est quand même diversifié. Là. Vous touchez vraiment à tous les types d'acteurs. Puis c'est quoi vos gros dossiers, vos gros enjeux présentement? Ben en fait, là, on a beaucoup de chantiers en cours. Comme je vous dis, on a 3 agents de développement, donc ça donne beaucoup d'opportunités de développer des choses. Au niveau, disons, du secteur de l'inclusion sociale, sensibilisation à l'inclusion sociale, on a le chantier campagne annuelle qui est en application depuis maintenant près de 2 ans. On a développé une trousse de sensibilisation à l'inclusion sociale avec 4 thématiques en particulier. Il y a l'immigration, l'analphabétisme, les déficiences intellectuelles et physiques, puis l'itinérance. Puis cette trousse-là sert, ça ciblait davantage, je vous dirais, les intervenants du milieu, parce que chacun est expert dans son secteur, mais connaissait pas nécessairement, plus particulièrement, les enjeux de ces autres thématiques-là. Donc, c'est juste pour leur permettre d'être plus à l'aise quand ils ont à intervenir avec des gens qui sont de ces profils de ces profils-là. Donc, une fois que la trousse a été faite, qui a été développée avec plus d'une 15aine de partenaires, justement, avec des experts de ces thématiques-là, pour avoir toute l'information pertinente, puis les données sur ces enjeux-là dans notre territoire. Notre agent de développement a fait une tournée de partenaires puis d'organismes dans la région pour aller présenter la trousse puis comment eux ils peuvent l'utiliser dans leur quotidien. Fait que ça, c'est un des éléments au niveau de la campagne annuelle qui est fait. Sinon, c'est plus une campagne de communication. On a fait la campagne Les 5 bons sens dans les dernières années, qui vise, encore une fois, c'est ça, au niveau de l'inclusion sociale, accepter la différence, essayer d'interagir avec des gens qui sont différents de nous, sensibiliser à la différence. Puis ça, c'est lié justement au fait qu'on veut avoir des nouvelles familles, des nouvelles personnes dans la région. L'immigration fait partie de la solution aussi au niveau des enjeux de main-d'œuvre, des enjeux de baisse démographique dans la région. Donc, il faut que la population native de la région soit ouverte quand même à la différence. Donc, on travaille là-dessus avec cette campagne-là. Et une deuxième phase s'en vient qui est la bienveillance. Ça se nomme la bienveillance, je te vois. Puis, ça va plus cibler les entreprises de la région. Justement, être sensible par rapport à l'aspect de différence puis à l'inclusion sociale. Il va y avoir aussi un défi qui va être lancé auprès des entreprises. Je crois que ça va être au mois de décembre pour les encourager à aller donner du temps dans les organisations communautaires du territoire, parce que ça, c'est un autre enjeu, l'aspect de main-d'œuvre, de bénévolat aussi, avoir des bénévoles. Donc, ça s'en vient au niveau de la campagne, du chantier campagne annuelle. Donc, ça, c'est un des dossiers qui est en cours. Ah, ça, c'est rien qu'un dossier. Je pensais que c'était toute ton année. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça on est quand même 4 dans l'équipe. Donc. Mais on voit, tu nous parlais au tout début que tu faisais de l'immigration. On voit que il y a certains aspects qui se recoupent à travers ton propre parcours avec les réalités et les besoins de la région de Pierre-de-Sorel. Oui. Puis sinon, on parlait de sécurité alimentaire aussi. Puis un de nos autres gros chantiers, c'est le chantier Pierre-de-Sorel-Nourricier, pour lequel on a rédigé un portrait du territoire, en fait, un portrait diagnostique sur le système alimentaire de la MRC de Pierre-de-Sorel. Puis, il a été lancé en mars dernier, mars 2022. C'est quand même un document assez étoffé avec beaucoup d'informations sur le type d'agriculture qu'il y a sur le territoire, tout ce qui peut être, tout ce qui est produit au niveau de l'offre d'aide alimentaire sur le territoire. Ça passe jusqu'aux enjeux d'acquisition de terres agricoles pour des nouveaux agriculteurs. Donc, c'est quand même très large. C'est vraiment un portrait, comme je le répète, large. Puis nous, après ça, là-dedans, on essaye de venir chercher des éléments plus spécifiques sur lesquels, en tant que table de développement social, on peut intervenir. Puis là, à plus court terme, sur quoi on va travailler, c'est un projet de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation auprès des CPE, du milieu scolaire, de la population également de façon générale. Parce qu'au départ, ce qu'on voulait, c'était un projet de distribution et d'approvisionnement par des surplus sur le territoire. Donc, aller voir les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme surplus et le redistribuer dans un réseau de solidarité. Mais on a réalisé en allant faire nos entrevues puis en allant rencontrer les producteurs qu'il n'y a pas tant de surplus que ça sur le territoire. Donc, c'était peut-être pas pertinent de trop s'investir là-dedans. Donc, c'est pour ça que là, on se retourne un petit peu. C'est les membres, en fait, du chantier Pierre-de-Sorel-Nourricier qui ont décidé d'orienter davantage la prochaine année sur un projet de sensibilisation puis d'éducation à l'alimentation. Wow.
c'est un autre merveilleux projet. Genre, on voit la force de faire un portrait pour se dire, on a une idée qui est sur papier intéressante, mais la réalité fait en sorte que c'est ou pas faisable ou irréaliste. Si vous n'auriez pas fait cette analyse-là, ce portrait-là, peut-être que vous auriez dit, on a une bonne idée, mettons du temps là-dessus, pour 6 mois après faire, c'est peut-être moins efficace, tu sais. Parfois, prendre le temps d'analyser la situation permet de poser des... Oui, ça prend un temps de faire cette analyse-là, mais ça permet à la personne de poser des gestes qui sont plus précis. Oui, puis on le dit toujours, nous, notre portrait, il est toujours en mouvement ou en développement, dans le sens où les informations qu'on a sont pas statiques. Puis on est toujours ouvert à recevoir des nouvelles informations, des nouvelles données des différentes personnes qu'on a interpellées pour faire le portrait, pour justement mettre à jour ça, pour qu'on ait toujours un document de référence qui est pertinent puis sur lequel on peut bien se référer. Mais je pense que c'est une particularité du développement social. On utilise, supposons, le logement, la sécurité alimentaire, mais chacun de ces enjeux-là est tellement vaste. Puis il y a tellement, même au sein des mêmes enjeux, des acteurs qui travaillent des composantes totalement différentes, que c'est sûr qu'un portrait comme sécurité alimentaire, c'est sûr que ça touche à tellement de monde, tellement de micros-enjeux, que je comprends qu'après ça, c'est une belle façon de le faire, d'aller vraiment viser où vous pouvez avoir un impact, puis de prioriser. Il faut être conscient qu'on peut pas intervenir à tous les niveaux, puis c'est pas nécessairement non plus le rôle de la table de développement de le faire. Là, donc, faut faire attention à ça. Oui, tout à fait. Puis sinon, on a d'autres chantiers. On a le chantier habitation. Tu parlais de logement. Oui. Chantier habitation, on a fait une vidéo avec vous d'ailleurs pour faire la promotion d'une vitrine web sur le logement social et communautaire dans la MRC de Pierre-de-Sorel. La vitrine sert, disons, de point commun pour que toute personne qui est à la recherche d'un logement puisse aller s'inscrire directement là, puis qu'ensuite il soit accompagné par un intervenant qui va l'aider dans sa démarche. Donc c'était vraiment pour faciliter l'intégration puis la recherche au logement pour des personnes qui ont peut-être plus d'enjeux à ce niveau-là. Puis c'est aussi pour rendre ça le rendre la manière plus optimale. Le processus qui existait déjà, j'ai pas inventé le processus, j'ai juste voulu l'optimiser via le web. Mais oui, parce que c'était tout papier, c'était tout manuel. Donc là, on s'entend qu'on devait prendre un petit step de plus. Puis là, la vitrine web, c'était à ça qu'elle sert. Mais est-ce que vous avez dû approcher aussi au niveau les propriétaires pour les sensibiliser à un outil comme ça? Bien, ça fait partie des étapes Futur, okay. C'est ça. Mais pour commencer, là, c'était l'accompagnement des différents intervenants du territoire pour qu'ils l'utilisent. Parce que souvent, ils rencontrent des gens qui sont en besoin d'un logement, sont à la recherche d'un logement, puis ils savent pas nécessairement où les diriger, mais là, ça permet ils peuvent le faire avec eux. Donc, on accompagne les intervenants pour qu'ils puissent l'utiliser puis le faire avec des personnes qui sont à la recherche d'un logement. C'est vraiment intéressant, ça. Oui. Puis l'autre gros dossier au niveau de l'habitation sur lequel on collabore, c'est un projet je dirais, c'est une chaîne d'entraide, si on veut, au niveau, quand des gens vivent des sinistres après feu ou après inondation. C'est juste de s'assurer qu'il y a une personne qui n'a pas d'assurance, par exemple, après que la Croix-Rouge a quitté, parce qu'au départ, ils ont un soutien pendant, je pense, c'est 2 ou 3 jours. Après ça, ils se retrouvaient avec rien. Donc, c'était d'essayer de coordonner la chaîne d'entraide, donc qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'un logement à court terme, peut-être possiblement des meubles, des vêtements s'ils ont tout perdu, un soutien psychologique. Donc, c'est de faire en sorte que chaque intervenant pertinent qui peut offrir un soutien auprès de ces familles-là soit mis en commun puis qui se coordonne. Donc, c'est un projet qui se fait, celui-là, c'est pas spécifique au chantier habitation, c'est avec la table de concertation en habitation Pierre-de-Sorel qu'on fait ce projet-là. Wow, c'est intéressant. J'avais jamais entendu. On dirait que des fois, on oublie ce côté-là, mais ça vient-tu d'un enjeu au niveau des sinistres que vous avez vécu dans votre coin ou c'est vraiment juste... Ça arrive relativement souvent. Je peux pas dire que... je pourrais pas dire si c'est propre à notre région, mais ça arrive quand même régulièrement qu'il y a des feux puis qu'il y a des familles qui tombent à la rue puis qui ont plus rien. C'est sûr qu'on a quand même des vieux parcs immobiliers. Parfois, c'est peut-être plus ou moins bien entretenu, ce qui fait qu'ils sont plus à risque d'avoir des incendies ou des... Donc, c'est des choses qui arrivent quand même relativement souvent. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Je peux continuer sur un autre projet. Non, mais là, j'ai demandé, non, t'as parlé que t'avais 3 personnes.
j'imagine qu'il y avait d'autres projets qui étaient... Parce que là, je pense qu'ils n'ont pas tant de travail, je pense. À peine. Fait que j'imagine qu'ils ont d'autres dossiers... On a également un projet pilote en intervention jeunesse qui se fait sur le territoire. En fait, l'objectif, c'est d'avoir des intervenants de rue pour rejoindre les jeunes un peu plus marginalisés, offrir une présence significative auprès des jeunes, puis d'offrir aussi un aspect de référence, puis d'éducation à la santé sexuelle, aux aspects de consommation de drogue et d'alcool. Donc, d'avoir une présence pour un peu sensibiliser les jeunes à ces risques-là. Particulièrement en milieu rural, parce qu'il y a 12 municipalités dans notre région. Puis en milieu rural, il y a moins de services aussi. Puis là, on parle d'accès à des services de proximité dans nos axes. Je reviens à l'axe 1. Ben ça fait partie un peu de ça, d'offrir un peu de soutien auprès des jeunes qui vivent en milieu rural. Je dis pas que c'est simple, c'est quand même difficile de rejoindre les jeunes en milieu rural. On se rend compte que ça passe vraiment par des activités. C'est pas juste d'être dans un lieu où ils se tiennent, que là, ça va se c'est pas comme ça. Il faut vraiment essayer de dynamiser tout ça puis de créer la rencontre. C'est ça, créer la rencontre. Donc, tout ça, c'est en cours, mais c'est un projet pilote. Donc, par rapport à ça, il va y avoir un rapport de fait sur l'évaluation de savoir avoir été quoi l'impact chez les jeunes. Il va y avoir un petit sondage de fait aussi auprès des jeunes là, qui ont été côtoyés dans le cadre de ça. Et sinon, on a un autre chantier qui est la mobilisation et participation citoyenne. Ça, le but, c'est de faire de faire une place citoyenne dans des municipalités de notre MRC. Là, cette année, c'est aussi un projet pilote. Ça se fait dans la municipalité de Saint-David. Il y a un comité de citoyens qui se réunit pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent pour une place citoyenne. Puis là, déjà, il va y avoir un petit événement au mois de septembre pour rassembler les citoyens, mais ça va être très simple, de la musique, du popcorn, ça va être un lieu d'échange. Puis tout ça, c'est en cours, en réflexion aussi. Tu sais, tout n'est pas défini. C'est pour avoir des lieux, tu sais, ça, de rassemblement citoyen, des places qui appartiennent aux citoyens puis qui s'approprient pour faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un autre projet. Ben souvent, quand tu crées des places en même, ça permet aux citoyens de se réapproprier leur ville, leur rue, leur ruelle, puis de se sentir impliqués dans leur communauté. Puis souvent, quand tu t'es impliqué, tu t'impliques, puis ça peut découler sur du bénévolat, entre autres, mais pas que pas ça. Uniquement. Mais ça permet ou quand il y a des questions d'ordre local, j'habite là, je m'en préoccupe, je vais aller me renseigner, je vais aller poser des questions, je vais aller participer aux rencontres citoyennes sur un sujet XY. Fait que des fois, c'est le point de départ, une place citoyenne qui découle sur une appropriation de ta ville. Puis ça dépend des intérêts des citoyens qui s'impliquent aussi, puis tout ça, puis vers quoi ça sert, parce qu'une place citoyenne peut être très différente d'un endroit à l'autre, ça dépend vraiment de la volonté des citoyens qui s'impliquent. Donc, c'est ça aussi ça donne la couleur aussi à chaque projet. C'est ça qui est le fun, là. Ça contribue au sentiment d'appartenance, là. Puis comme tu dis, ça l'amène à l'implication après ça dans divers dossiers. Fait que là, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup de chantiers, beaucoup de dossiers sur différents axes. Où qu'on peut suivre les développements de tous ces beaux projets-là? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site web? Une infolette? On a une page Facebook. L'adresse, c'est juste /mobilisation. OK. En fait, c'est www.facebook.com/mobilisation. OK. C'est la table, c'est la page de la table de développement social Pierre de Sorel. Donc aussi une de mes collègues fait beaucoup d'animation de la page puis met des nouvelles de tous nos projets. Donc les gens peuvent suivre là, ce qu'on fait par la page Facebook. Super. C'est le fun parce que ça permet d'aller voir ce que vous faites puis les citoyens de la MRC peuvent voir ce qui se passe dans le milieu, mais comme l'idée du balado, c'est que chaque région puisse apprendre et ou s'inspirer des autres. C'est une belle place aussi pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, on vous salue, puisse voir ce que d'autres personnes font, parce que
je pense que Pamela étant dans une région, je suis sûr que ce genre d'idées-là peut amener des réflexions d'idées pour en Outaouais. Peut-être pas la même chose, mais en partie. Puis je suis sûr que si Pamela parlait de ses projets, tu ferais ça, je trouve ça le fun. Je pourrais peut-être en prendre une... S'en inspirer. Mais les enjeux souvent sont les mêmes. On n'est pas rendu aux mêmes places dans la réflexion. Fait que c'est le fun de pouvoir s'inspirer. Puis oui, il y a des choses que tu as dit, c'est ça que moi je garde en tête puis que je ramène par chez nous. Puis les enjeux sont les mêmes. Des fois, chaque place les approche dans un angle, puis voir un autre angle, tu fais ben ouais, c'est complémentaire à ce que je fais, ou ça pourrait aller appuyer ce que je fais. Fait que c'est super intéressant de pouvoir avoir un accès direct sur tout, sur une mise à jour nos projets, de vos projets. Évidemment, l'RQDS aussi, on essaie de rapatrier toutes ces informations-là, mais plus qu'on est capable de le savoir, quelle que soit la porte d'entrée de la connaissance, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées que tu voulais nous partager? Il y a quelque chose qui s'est mis en place suite à la pandémie, qui est une cellule de crise sociale et communautaire. OK. Puis en fait, je pense qu'il y a quand même plusieurs régions qui ont mis ça en place à la suite de la pandémie. Pour nous, ça a été vraiment une super bonne chose parce que c'est la table de développement social qui l'anime puis qui convoque, disons, les rencontres. Puis selon les enjeux qu'il y a sur le territoire, ben là, il va y avoir des thématiques plus spécifiques à chaque rencontre. On l'appelait cellule de crise sociale et communautaire. Éventuellement, ça va changer de nom parce que on sera plus nécessairement en état de crise. On souhaite ne plus être en état de crise. Donc, ça risque de changer de nom, mais on veut maintenir ce lieu de rencontre-là parce que c'était la première fois où certains intervenants comme la Sûreté du Québec, les maires de municipalités, les élus, étaient tous à la même table. Donc, c'est des intervenants du territoire qui se parlaient pas. Ou en tout cas, je dis pas qu'ils se parlaient pas, mais qui se parlaient peut-être peu. Puis que maintenant, on a un lieu vraiment où on peut venir parler de tous nos enjeux, puis on réagit rapidement quand il y a un enjeu qui est adressé par un ou l'autre. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ça. Ben, c'est un bon coup, je pense, parce que comme tu l'as dit, plusieurs régions l'ont fait. Par contre, je suis pas sûre que c'est plusieurs régions qui l'ont gardé. En tout cas, pour notre part, nous autres, en Outaouais, ce comité-là, il est plus en place, mais c'est vrai que c'est une opportunité, justement, d'aller contacter des acteurs que des fois, le lien est un petit peu plus difficile. Là. Quitte à ce que les rencontres sont beaucoup moins fréquentes. Quand on était dans grosse situation de crise, c'était quasiment 2 semaines, je pense. Mais là, maintenant, on peut l'étaler aux 2 mois. Selon ce qui va mieux répondre à tous les intervenants pour pas les perdre puis pas les démobiliser non plus. Parce que trop de rencontres puis que t'es pas sûr pourquoi est-ce que t'es là, c'est jamais très bon. Donc, faut aussi s'assurer de pas perdre leur intérêt à venir participer. Tout en gardant le contact. Ouais. Vraiment. Parlant de crise, il m'est venu une question. Vu que la table fait quand même 20 ans qu'elle existe puis que vous êtes comme avec des pauses avec des pauses et des retours là, mais quand même une présence depuis plusieurs années. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur votre capacité à vous regrouper dans, entre autres, la cellule de crise, le fait d'être là depuis le plus longtemps puis d'être connecté avec les acteurs du milieu pour répondre rapidement versus si parce qu'il y a des régions là, qu'on sait que ça c'est plus difficile. Ça a été plus difficile cette réponse-là parce que il y avait moins de liens forts dans les acteurs puis pas qu'ils sont personne n'était incompétent mais le travail ensemble était plus difficile. Ben, en fait, oui, je pense que ça s'est quand même bien fait parce que dans la MRC de Pierre de Sorel, il y a toujours eu beaucoup de concertation. Oui, c'était à l'époque sectoriel, puis ils sont encore là par secteur, mais il y a toujours eu une grande ouverture puis un intérêt à travailler ensemble puis à se mobiliser pour répondre aux enjeux du territoire ensemble. Donc, c'est peut-être que ça allait apporter une certaine facilité quand il est venu le temps de créer la cellule de crise parce que beaucoup de gens ont levé la main rapidement puis on dit oui, c'est parfait, on va être là, on comprend l'importance de ce lieu-là puis on va y participer avec plaisir. Le réflexe était déjà plus en place qu'une concertation qui est peut-être un peu plus jeune. Peut-être, oui. Ben, Alexandra, je te remercie de nous avoir fait découvrir la table Pierre de Sorel. Je pensais que je la connaissais. Finalement, je la connaissais pas tant que ça.
J'espère que ça t'aura appris des choses aussi, Pamela. Oui, vraiment. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on va s'en inspirer. Puis merci d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir fait la route. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. C'est un vrai plaisir. Puis, on se revoit bientôt. Je te remercie. Oui. Pamela, nous, on se dit au mois prochain pour notre prochaine rencontre. Yes, on se reparle bientôt. On va aller découvrir une autre région du Québec. Tout ça grâce à nos amis du Mixbus Studio qui nous reçoivent dans leur merveilleux bus transformé en studio. Bonne journée tout le monde.